des armes. C'est plus facile. Et donc, ça a pris une tournure plus importante, c'est avec le montée du djihadisme et l'explosion des foyers de tension, et on a vu un nombre important des jeunes du quartier de Principe, mais également à Melilla. J'en parle beaucoup, il y a même des pourcentages. Et c'est là où la plupart part en Syrie et en Irak. Et donc on a eu vraiment un vrai problème. Cela dit, moi quand j'ai circulé là-bas, c'est un quartier comme les quartiers du nord du Maroc. Et puis il y a un traitement. Vous savez que par exemple, Antenne Stress a fait un truc sur Principe qui est c'est bienvenu dans le quartier de. Tu vois, il y a eu un abattage médiatique sur la population de Principe qui a laissé des traces et qui laisse des traces sur la population musulmane. Maintenant, mon approche, c'est toujours de parler de gens qui essaient d'apporter quelque chose. Et j'ai trouvé des hommes et des femmes qui font un travail magnifique là-bas de rendre la dignité à ces populations-là, surtout aux plus jeunes, aux enfants. Et je raconte ces histoires-là dans le texte qui est réservé à cette heure. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est par rapport aux autorités espagnoles, comment elles réagissent pas? Quand elles descendent, c'est la descente à Principe, quand ils organisent une opération, c'est de Madrid, avec les hélicoptères. Principe, les symboles de l'État espagnol ne sont pas présents dans le quartier. On ne trouve pas de poste, on trouve pas il n'y a pas un commissariat. C'est-à-dire quand ils veulent descendre, c'est les séries américaines, quoi. C'est spectaculaire en général. Voilà. Il y a un livre de Ignacio Sembrero qui s'appelle Espandallah, que j'ai interviewé d'ailleurs qui est assez intéressant quand il parle de ces quartiers de Ceuta-Melilla, mais également en Catalogne, parce qu'il y a aussi un problème au niveau de la Catalogne et à Séville. C'est les trois régions les plus explorateurs de djihadistes après Ceuta-Melilla, c'est la Catalogne et Séville. Moi, j'avais envie de vous questionner sur comment cohabitent effectivement ces mouvements salafistes, de radicalisation, et puis des mouvements plus progressistes, d'ouverture. Vous parlez de Tanger. Il me semble que Tanger est une ville en plein développement qui connaît une urbanisation galopante. Il y a Tanger Med 1-2, il y a tous les travaux sur la corniche, il y a l'opéra qui va ouvrir ou qui a déjà ouvert peut-être. Après des années d'abandon par la monarchie, il y a à nouveau des investissements importants qui y sont apportés. Donc on sent quand on y va qu'il y a un mouvement d'ouverture assez important, et qu'en même temps il y a des forces contraires sans doute qui traversent cette ville. J'ai pas encore lu votre ouvrage, mais est-ce que la radicalisation que vous avez observée à Tanger, elle se nourrit aussi de ces tensions, de cette tension avec des forces peut-être plus progressistes? Et puis une deuxième question, toujours pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui peuvent être, vous faites un travail de journaliste, d'enquête, vous avez créé une maison d'édition, ça participe aussi à un travail je trouve, d'ouverture de débat. Est-ce que vous vous sentez seul, ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens comme vous qui font ce travail et qui ont les moyens de faire ce travail? Je ne sais pas d'ailleurs
quels moyens vous disposez? Rien. Voilà, sans doute. Et à défaut d'avoir des moyens, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas des bateaux d'environ. Voilà. C'est un petit peu... Pour la première question, alors Tanger, comme les autres villes du Maroc, à Casablanca, le centre-ville de Casablanca, boulevard d'Onfa, Californie, n'a absolument rien à voir avec les Alaouiens, avec Sidi Moumel et d'autres quartiers périphériques de Casablanca, c'est la même chose pour Tanger. Belchifa, par exemple, c'est un quartier qui a bourgeonné avec l'explosion, le début de l'explosion de la ville, avec les premiers quartiers industriels. Et donc, c'est des populations qui sont venues d'autres régions du Maroc pour s'installer et profiter du boom industriel de la ville. Mais ils sont restés à la marge de tout ce que, vous racontez, Tanger Med et Endcom. C'est très très récemment qu'on a commencé à créer des terrains de foot, par exemple, à Bni Makeda, puis aussi à Belchifa, pour que les gamins puissent... voilà. Mais par exemple, à Belchifa, qui quand même est un quartier de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas un seul théâtre, il n'y a pas une seule librairie, il n'y a pas de maison de jeunesse. C'est des quartiers qui ont bourgeonné à l'écart de la ville et où on vit à l'écart de ce qui se passe. C'est-à-dire que Tanger Med, ça leur dit absolument rien du tout. L'autoroute, ils ne la prennent pas, c'est pas leur autoroute à eux, c'est l'autoroute des autres, le TGV des autres. Donc c'est une population qui vit à l'écart des salafistes en général, violents ou non violents, parce qu'ils existent, des non violents salafistes, radicaux par leur mode de vie, mais qui ne sont pas violents. Ils vivent en communauté, ils ne pratiquent pas la religion dans les mosquées officielles, ils ne se marient pas comme les autres, ils ne s'endeuillent pas comme les autres. C'est un mode de vie différent. Quand un salafiste veut prendre un taxi blanc, il fait en sorte à ce qu'il soit devant pour qu'il n'y ait pas une femme qui monte après et qui le touche. C'est une autre manière d'appréhender le monde et de vivre. Et donc voilà, moi j'ai décrit ça dans le livre. Donc il n'y a pas d'interaction avec les forces progressistes. Maintenant, il y a des associations qui font du communautaire et qui essaient de toucher les gens. À Belchifa, j'ai eu la possibilité de rencontrer des jeunes qui travaillent avec des associations locales dans les coins les plus durs de ce quartier et qui essaient de faire des dynamiques d'émancipation par le théâtre, par la photo, et qui essaient un peu d'introduire quelque chose d'autre ou la délinquance, ou le radicalisme religieux. Ça, c'était par rapport à la ville de Tanger. Pour la question de la maison d'édition, nous, on a créé cette maison il y a 3-4 ans. Nous sommes à notre 8e livre. Pour ce livre-là, même pour la précarité féminine, et pour celui-là, c'était... je voyais bien que j'étais sur... Mais c'est pas grave, ça, on est habitué. Mais je n'ai pas été... ce livre-là a été fait, j'ai fait mon terrain, je l'ai sorti au Maroc. Non, il n'y a pas eu de problème à le sortir. Mais j'enquêtais pas sur la fortune royale. Là, ça aurait été peut-être autre chose. Ou sur d'autres sujets qui restent tabous au Maroc. J'aurais un deuxième sujet que j'ai pas pu, à côté du financement, que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Au Maroc, on démontait énormément de cellules terroristes. Et quand j'ai parlé à différents salafistes, ils m'ont raconté des histoires sur comment on démantelait ces cellules. Et il y a des zones d'ombre que je n'ai pas pu également, pour vous dire.
que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Parce que je ne peux pas venir et dire que voilà, parfois c'est la police qui recrute, si je n'ai pas les preuves, sinon je ne serais pas là. Et donc, et ça ne se fait pas. Et voilà. Et j'ai pas pu. On a interviewé le patron du PSIJ, équivalent du FBI marocain. On a eu sa version des choses, mais on n'a pas pu. Voilà. On n'a pas pu documenter des manquements sur ces 4-5 dernières années où on démantèle énormément de cellules terroristes au Maroc, dans toutes les villes du Maroc. Voilà. Mais je n'ai pas eu de problème particulier à faire ce livre. Voilà. Et les moyens, Kenza et moi, Kenza qui est également mon épouse, sinon j'aurais pas pu faire ça. Hein. Il faut vraiment, dans l'édition, tellement c'est dur au Maroc, il faut la faire avec son épouse. Hein. Sinon elle ne comprendrait pas. Hein. Elle est aussi, si ce n'est plus engagée que moi, sur ces sujets-là. Et nous, on travaille encore en tant que journaliste. On fait des choses. Tu vois, quand on sait écrire, on peut faire des choses dans différents répertoires qui nous permettent de subvenir à nos besoins, et on finance nous-mêmes nos livres. Voilà. Voilà. Je voulais juste dire que Hichem aborde un sujet délicat, celui de la collaboration entre un époux et une épouse, qui en français évidemment a des rebondissements que vous savez. Pas avec le salaire. C'est bon. Alors, d'abord, je voulais juste dire un mot concernant. Boalem a attiré mon attention pour les amis qui sont ici et qui sont profs de Forsem, sur la disparition de notre ami historien et membre de Forsem, André Nucci. Les Algériens lui doivent une thèse extraordinaire sur la pauvreté dans le Constantinople des années 20. Elle a été soutenue, je crois, des années 58.